Bonjour, on est le vendredi 18 mars 2013 et on est dans la série des Le temps qu'il fait, que j'avais l'habitude de faire le vendredi, que je vais continuer à faire le vendredi. J'ai lancé une série quotidienne qui s'appelle Bonjour Madame la Terre. Et il y a quelqu'un hier qui m'a envoyé un mail et qui a deviné où j'étais allé prendre ça. C'est effectivement à partir de l'idée du film Good Morning Vietnam. Vous savez, bon, il y a une émission, je crois que c'est sur CBS aux États-Unis, qui s'appelle Good Morning America. Et il y a ce film de Barry Levinson qui raconte la fin de la guerre du Vietnam du côté américain. C'est un monsieur qui fait une émission pour les troupes. Et c'est l'histoire, bon, c'est une histoire très, comment dire, très condensée, mais c'est la défaite américaine au Vietnam. C'est un très beau film, c'est un film, ça se présente comme une comédie parce que c'est drôle, mais c'est un film tragique, bien entendu. Il y a des morts, il y a beaucoup de morts, et ça se termine c'est la fin d'une guerre. Voilà, alors ici, avec mes temps qu'il fait, je me donne plus de temps, et en général je parle d'un thème, et aujourd'hui je vais parler d'un thème, c'est celui de ce qui est en train de se passer aux États-Unis avec la fin de ce qu'on appelle le quantitative easing, qui est en fait, on appelle ça aussi de manière un peu plus, je dirais, peu populaire, on appelle ça la planche à billets parce que c'est la création de monnaie artificiellement par un pays. Pourquoi artificiellement? Parce que ça ne correspond pas à une création de richesse véritable. On crée de l'argent parce qu'on a besoin d'argent. Alors, pour comprendre comment ça marche et pourquoi moi j'ai appelé ça, quand on l'a mis en place, pourquoi j'ai appelé ça fin du capitalisme, bon, parce que c'était l'époque où le système était fin 2008, le système était en train de s'écrouler. Et le 18 mars 2009, quelques mois plus tard, on apprend aux États-Unis qu'on va utiliser la planche à billets. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai appelé ça fin du capitalisme. J'ai fait un billet ce jour-là, le 28 mars 2009, fin du capitalisme. Je vais vous expliquer pourquoi. On m'a pas vraiment compris. On m'a pas vraiment compris pour la raison suivante, c'est que il faut bien savoir que je viens moi avec une théorie économique qui est essentiellement créée moi-même à partir de l'anthropologie économique, et ça ne ressemble pas du tout à ce que font les économistes. Il se fait qu'il y a quelques bons économistes qui disent des choses semblables. Pourquoi? Parce qu'ils ont, comment dire, ils ont compris la mécanique, le mécanisme véritable derrière ce qu'on leur a appris à l'école, et ils comprennent comment ça marche. Il y en a quelques-uns dont je dis toujours beaucoup de bien. En particulier, il y a ce monsieur qui s'appelle Jens Weidmann et qui est le président de la Bundesbank, le gouverneur de la Bundesbank, de la banque centrale allemande. On dit de lui pique-pendre, en particulier en France, parce qu'on dit bon, il représente une position dure de l'Allemagne, il ne comprend pas comment ça marche vraiment. Si, le problème c'est essentiellement que lui, il comprend vraiment comment ça fonctionne, et c'est pour ça que j'ai l'occasion de dire bon, il n'a pas besoin de mon soutien, mais je le soutiens systématiquement dans ses positions. C'est une des très rares personnes qui comprend comment ça marche. Alors, le point de départ, il faut comprendre la chose suivante. Il faut comprendre que les taux d'intérêt augmentent quand l'économie va bien. Alors, il faut comprendre pourquoi les taux d'intérêt augmentent quand l'économie va bien. Une somme d'argent supplémentaire est nécessaire pour payer les intérêts. Voilà, parce que les intérêts sont payés, un prêt est accordé à quelqu'un pour le récompenser dans le système où on est. Je ne vais pas entrer dans les détails de pourquoi ça marche comme ça, moi, je vais simplement montrer comment ça fonctionne. Keynes s'est intéressé à ça, il appelait ça la prime de liquidité, j'en parle à d'autres endroits, mais je vais essayer d'aller vraiment à l'essentiel pour qu'on comprenne ce qui ne marche pas en ce moment. Quand je plante un grain de blé et qu'il vient un épi après, je vais dire qu'il y a 20 grains qui se trouvent dans cet épi, il y a un certain nombre de ces grains supplémentaires, les 19 en plus par rapport à celui que j'ai planté,
qui représente des avances qui ont été faites. C'est le thème qui est utilisé par François Quesnay au XVIIIe siècle dans son tableau économique de la France, mais on va reprendre ce terme, c'est un très bon terme. Il y a des avances qui ont été faites. Il y a des avances en travail, de ceux qui ont travaillé. Il y a des avances qui ont été faites en termes de terrain. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un régime de propriété privée et on rémunère par la rente celui qui est propriétaire du terrain. Ce n'est pas nécessairement, enfin c'est comme ça que nous faisons. Il faut rémunérer les outils qui auraient été utilisés et qui se déprécient parce qu'on les use et ainsi de suite. Et imaginons que les avances remboursées représentent, je ne sais pas, une dizaine de grains sur cet épi. Il y en a un qu'on avait planté, donc celui-là, il y en a un au moins, mais il en reste 9. 9 qui sont du surplus. C'est des choses qui ont été faites en plus. C'est la plus-value, si on veut. C'est la richesse supplémentaire qui a été créée. Alors, il faut dire aussi tout de suite, mais je mets ça aussi entre parenthèses parce que c'est un argument important mais qui n'est pas essentiel aujourd'hui, c'est qu'il y a des cas dans le calcul de ce qui a été investi. Dans le calcul des avances qui ont été faites, nous faisons un calcul abominable parce que ce qui a été détruit dans la planète qui est autour de nous, nous n'en tenons pas compte. On appelle ça les externalités négatives, on n'en tient pas compte nous. Il faudra introduire ça dans le calcul, mais parce que nous sommes une espèce colonisatrice opportuniste qui se désintéresse jusqu'ici du fait qu'elle détruit la planète sur laquelle elle vit, ça n'entre pas dans le calcul. Bon. Alors, on a une situation qui est une situation typique qu'on appelle de métayage, c'est-à-dire où on a un propriétaire qui avance la terre à un travailleur, un paysan, qui va lui produire sur la terre, et ils se seront mis d'accord sur une formule qui est une formule de métayage, c'est-à-dire qu'à partir de la récolte en plus, à partir de ces 9 grains qui ont été vraiment, je dirais, bénéfices nets, on va se les partager entre soi. Le paysan va garder une partie et il va donner une partie au propriétaire du terrain. C'est ce qu'on appelle le système du métayage, on appelle ça aussi le système à la part. En anglais, on utilise le terme share, et le terme share est encore utilisé pour désigner des actions. On appelle des actions share. Pourquoi? Parce que c'est exactement la même chose. Dans le système des actions, c'est la même chose que le système du métayage, ça n'a pas bougé, c'est la même chose. Une part, une action dans une compagnie vous donne droit à un dividende, et ce dividende, eh bien, c'est une part de la richesse supplémentaire qui a été créée. Alors, traditionnellement, parce que maintenant on est dans une situation telle que vous verrez des entreprises qui emprunteront pour payer le dividende, c'est-à-dire qu'on est sorti entièrement de la logique que c'était une richesse supplémentaire qui avait été créée, puisqu'on va aller emprunter cette somme. Mais oublions ça, traditionnellement, le dividende, c'est une part supplémentaire de richesse qui a été créée et qui est distribuée à l'actionnaire. Voilà. Alors, à l'époque où c'est du grain qu'on partage, bien voilà, ça c'est du grain et on peut arriver à une situation où le propriétaire dira au paysan, il lui dira, écoutez, ne me donnez pas du grain supplémentaire, allez vendre ça au marché et vous me payerez une somme qui correspond à la part qui m'est due, la part de métayage qui m'est due. Et cette somme, bien entendu, qui est payée, qui est une part, c'est ce qu'on appelle maintenant, quand c'est de l'argent, on appelle ça l'intérêt. Voilà. Quand tout va bien, quand l'économie va bien, quand de la richesse est véritablement créée, ça ne pose pas de problème de la distribuer en différentes parties. Alors, il y a une question du rapport de force. S'il y a beaucoup de paysans et peu de propriétaires, eh bien, le paysan sera obligé de payer une part importante aux propriétaires. S'il y a beaucoup de propriétaires et beaucoup de land, beaucoup de terrain en friche et qu'il y a peu de paysans, eh bien, le rapport sera plus favorable aux paysans. Mais on sera toujours dans cette situation où on paye, comme des dividendes, une somme sur une nouvelle richesse créée. Alors, que doit faire un État pour que ce système marche? Eh bien, un État qui est responsable d'une monnaie, il doit créer de la monnaie en proportion de la richesse supplémentaire qui a été créée. Il faut que soit reflété dans la masse d'argent qui circule la richesse supplémentaire qui est apparue. Ça paraît normal. Quand on arrive à faire ça et qu'on le fait bien, eh bien, il y a stabilité des prix, puisque évidemment le rapport, je dirais, reste constant entre la masse monétaire et la richesse qui est en circulation, et tout se passe bien. Imaginons maintenant qu'on crée de l'argent supplémentaire,
non pas parce qu'une richesse supplémentaire a été créée, mais parce qu'on a besoin d'argent, parce qu'on est une situation difficile où on n'a plus d'argent. On peut imaginer qu'un État qui n'a pas compris, je dirais véritablement comment fonctionne le système de la gestion des masses monétaires, se dise qu'il va créer de l'argent parce que l'argent manque et qu'on en a besoin. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? L'argent créé supplémentaire ne correspond pas à une richesse supplémentaire. Quel est le mécanisme qu'on va mettre en branle, qu'on va mettre en place? Imaginons que nous soyons effectivement le 28 mars 2009 et qu'on dise que M. Bernanke, à la tête de la Fédérale Réserve, on va créer 350 milliards de dollars supplémentaires qu'on va injecter dans l'économie par an, dit-il. On est arrivé à une somme tout à fait différente. Maintenant, on est arrivé à une somme de 89 milliards par mois. Ce qui veut dire que par jour ouvrable, jour de business, c'est de l'ordre de 4 milliards supplémentaires qui sont injectés dans l'économie sans richesse véritablement créée, simplement parce qu'on a besoin d'argent et qu'on crée de l'argent comme ça. Alors, ces gens-là ne sont pas complètement fous, ils disent en 2009, tout l'argent qu'on va injecter comme ça dans le système, c'est provisoirement simplement parce qu'on en a besoin, et on va le retirer dès que nécessaire, parce qu'on ne veut quand même pas que circule comme ça dans le système de l'argent créé simplement parce qu'on en manque et qui ne correspond pas à une richesse. On va le faire provisoirement, comme une mesure provisoire. On était en 2009. Bon, aujourd'hui, on est en 2013. On est 4 ans plus tard. Avec toujours cette promesse qui a été faite qu'un jour on arrêterait, non seulement on arrêterait d'injecter de l'argent supplémentaire, mais qu'on retirerait tout cet argent en trop qui était créé et qui n'était pas nécessaire, qui ne reflétait pas véritablement une richesse créée et qui déséquilibre le système. On allait non seulement arrêter de faire ça, mais on allait retirer l'argent qu'on avait mis en plus. Bon. On est en 2013. On est à une période maintenant où effectivement tous les jours ouvrables, on ajoute 4 milliards de dollars imprimés sans richesse supplémentaire. On les lance dans le système. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on crée cet argent-là? Bon, on le fait de la manière suivante. L'État américain prend ces 4 milliards de dollars qui ont été créés chaque matin et il va acheter des obligations qui circulent dans le système. Soit des obligations qui ont été mises par l'État américain, soit des obligations qui correspondent à des prêts securitized, des titres créés adossés à des prêts au logement prime ou subprime. Les subprimes, on n'en fait plus beaucoup. En général, maintenant, c'est des primes, c'est-à-dire accordés à des gens dont on imagine qu'en principe, ils vont pouvoir quand même rembourser. Et on injecte de l'argent comme ça. L'État, la Banque fédérale c'est la Banque fédérale, pas vraiment l'État, mais enfin bon, c'est au nom de l'État qu'elle va faire ça, injecte de l'argent supplémentaire de 4 milliards en achetant des obligations qui circulent sur le marché. Quel a été l'effet? Quel est l'effet de ces 4 milliards injectés chaque jour à acheter des obligations? Ça fait qu'il y a un bon client, il y a un bon client pour ces obligations. Un client vraiment excellent, qui entre en compétition, qui entre en concurrence avec d'autres gens qui voudraient acheter des obligations. Qu'est-ce que c'est acheter une obligation? C'est prêter de l'argent. Prêter de l'argent. Acheter une obligation, c'est donner l'argent provisoirement à celui qui a émis cette obligation, c'est-à-dire à celui qui a emprunté, et lui permettre d'avoir la somme pour une durée déterminée, pour 5 ans, pour 10 ans, etc. Le fait qu'il y ait concurrence entre les acheteurs, parce qu'il y a un immense acheteur qui est là sur les marchés, fait que celui qui émet, c'est-à-dire celui qui demande, qui emprunte, n'est pas obligé d'accorder un taux très élevé, puisqu'il y a concurrence entre ceux qui sont prêts à lui payer de l'argent. Pourquoi est-ce qu'il irait payer du 5%, des dividendes de 5%, s'il peut en payer des dividendes de 2%? Si les acheteurs sont de dette, si les prêteurs, les candidats prêteurs sont contents qu'on leur donne 2%, eh bien on leur donnera 2%. On n'ira pas dépenser de l'argent supplémentaire à le distribuer 3% qu'il faudra bien trouver quelque part. Donc, tous ces achats de dettes font
que les taux d'intérêt sont bas. Quand M. Bernanke, le 19, c'était il y a 9 jours, dit « l'économie va relativement mieux et il va falloir qu'on pense un jour », il dit pas retirer cet argent tout qu'on a lancé, non, non. Il va falloir qu'on pense un jour à ne plus injecter ces 4 milliards quotidiens dans l'économie. Il dit ça le 19. Aussitôt, dans les heures qui suivent, les taux d'intérêt augmentent de manière massive. Bon. Quand il y a la possibilité, pour vous qui avez de l'argent, de prêter et de recevoir un dividende important, est-ce que vous allez faire ça ou est-ce que vous allez acheter des actions en bourse? Vous allez faire le calcul, voir ce que ça rapporte. Vous allez prendre cet argent qui était en bourse et vous allez plutôt acheter des obligations. Alors, le taux des nouvelles obligations sera élevé. Ça fera aussi que toutes les obligations qui sont en circulation, avec un dividende moins élevé, vont perdre de la valeur. Parce que entre prêter de l'argent à quelqu'un qui va vous donner du 5% ou quelqu'un qui vous donne du 2%, vous allez préférer le 5%. C'est-à-dire que pour une obligation qui est en circulation et qui fait que de 2%, sa valeur va diminuer. C'est-à-dire que le prix qu'il faudra payer reflètera le fait qu'ailleurs, en ce moment, on peut obtenir des taux plus élevés. Tout ça n'est pas simple. Et en plus, j'ajoute, il y a très peu de gens qui expliquent ça correctement parce que la théorie économique dominante est incapable de vous expliquer, en gros, ce que je dis. Ça ne se trouve pas dans les bouquins, c'est pas comme ça qu'on explique. Il y a quelques personnes comme M. Jens Weidmann qui comprennent ça, mais c'est pas parce qu'ils l'ont appris à l'école. Lord Adair Turner aussi vous expliquera ça dans les mêmes termes, mais ça c'est parce que ce sont des gens qui ont fait, je dirais, un effort supplémentaire par rapport à ce qu'on leur expliquait dans les bouquins, qui n'est pas ça du tout. Comme dans leurs bouquins, vous le savez aussi, on explique que cette création monétaire, les banques commerciales peuvent le faire aussi, ce qui est complètement faux. Achetez mon bouquin qui s'appelle L'argent mode d'emploi, parce qu'on vous explique quand même là comment ça marche vraiment. Bon, mais là aussi, il n'y a pas beaucoup de livres où on vous explique comment ça marche vraiment. La plupart des bouquins vous racontent des fariboles, vous racontent que les banques commerciales peuvent créer de l'argent. Pourquoi? Parce que M. Schumpeter a dit que c'était plus simple dans les années 30 de regarder ça comme ça, et tout le monde a pris ça à la lettre, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Alors, on est aujourd'hui dans une situation où M. Bernanke a dit le 19, il va falloir peut-être qu'on arrête quand même ce système où on injecte de l'argent systématiquement. Les taux ont augmenté, non pas parce que ça allait bien dans l'économie, non pas comme reflet du fait que tout va bien dans l'économie, mais simplement parce que ces 4 milliards vont plus être injectés directement dans l'économie tous les matins, produits simplement par la planche à billets. Les taux augmentent simplement parce qu'il y a un acheteur massif d'emprunt qui dit qu'il va se retirer, du marché. Voilà. Donc on a une situation où l'économie ne marche pas bien et où les taux vont augmenter, ce qui fait baisser aussi l'heure des actions parallèlement, puisque les gens vont vouloir plutôt prêter. Bon, ils ne trouveront pas peut-être beaucoup de gens pour emprunter si l'économie ne marche pas. Mais toujours est-il qu'on est donc entre le 19 et hier, entre 19 et hier, on a été dans cette situation où il y avait panique sur les marchés, où les taux d'intérêt augmentaient de manière massive. Simplement, non pas parce que l'économie allait mieux, mais parce que la planche à billets avait cessé de fonctionner. Bon, est-ce que c'est ça que j'avais essayé de dire le 18 mars 2009? Oui, c'est exactement ça que j'avais dit, que j'avais annoncé. On ne pourra pas arrêter le processus. Moi, j'avais été, je dirais, d'une certaine manière optimiste. J'avais dit, on ne pourra pas retirer l'argent qui a été injecté dans l'économie de cette manière-là, bien qu'on ait dit qu'on le fera, on ne pourra pas. Mais surprise, l'économie va encore bien au-delà de ça, parce que ce n'est pas le fait qu'on puisse retirer, l'impossibilité de retirer l'argent qui provoque la crise en ce moment. C'est simplement qu'on dise qu'on va peut-être injecter moins d'argent tous les jours, ou qu'on va simplement peut-être arrêter le processus. On ne parle même pas encore d'aller retirer de l'économie tout cet argent bidon qui ne représentait pas de la richesse, mais simplement le fait qu'il y avait un trou et qu'on essayait de combler ce trou. On n'était même pas encore là.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh bien, il y a Monsieur Dudley, qui est le président de la, vous savez, la Federal Reserve, c'est un truc fédéral, comme le nom l'indique, et il y a un Monsieur Dudley, qui est le président, lui, de la Banque fédérale de New York, qui a dit oui, mais on n'a peut-être pas très très bien compris ce que disait Monsieur Bernanke. Il avait simplement dit on va arrêter d'injecter ces 4 milliards par jour, on va ralentir le flot uniquement si l'économie va bien. Il n'a pas dit qu'on allait le faire. Et aussitôt, les marchés ont respiré. C'est-à-dire que c'est pas demain la veille, c'est pas demain la veille qu'on va pouvoir arrêter ce processus où on injecte 4 milliards de plus dans l'économie américaine et dans le monde entier, parce que ces dollars, bon, ils ne sont pas confinés à l'intérieur des États-Unis. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais depuis 2007, la planche à billets américaine, c'est exporter les problèmes de l'économie américaine dans le système mondial, c'est nous donner à nous la charge de résoudre ce problème. Alors, c'est ça que je fais le matin, le vendredi, comme ça, j'essaie de résoudre ces problèmes, j'essaie d'expliquer comment ça fonctionne. J'essaie d'expliquer pourquoi le 28 mars 2009, j'ai dit maintenant c'est véritablement la fin du capitalisme parce que ce système, pour que ce système puisse marcher, il y a quand même une exigence. Il y a une exigence, c'est que les États qui sont responsables d'une monnaie, quand ils créent de la monnaie supplémentaire, il faut que ça corresponde à une véritable richesse créée. Si on ne le fait pas, on détruit le système. Alors maintenant, depuis 2009, on le détruit maintenant à une vitesse de 4 milliards de dollars par jour. Et non seulement on ne va pas pouvoir retirer ces 4 milliards de l'économie, mais en plus, on ne peut même pas arrêter le flot parce que ça provoque une catastrophe, ça provoque une augmentation des taux d'intérêt dans un cadre où l'économie va aussi mal qu'elle allait depuis 2008. Les Américains nous avaient dit qu'il y avait eu un peu de croissance au premier trimestre de 2013. On a refait les calculs, cette croissance était en fait de 1,8%. C'est négligeable. Oui, bon, c'est mieux que d'être en récession comme on l'en est en Europe, mais c'est pas ça qui va relancer la machine, comme vous le savez. C'est la règle, ce qu'on appelle la règle d'or maintenant, dans un pays qui émet de la monnaie, il faut que la croissance soit supérieure au taux moyen, au taux moyen qui est payé pour les obligations, sur les instruments de dette émis par le pays. C'est-à-dire que si vous avez, un, vous avez emprunté à un taux moyen, disons, de 2,5% sur l'ensemble, etc. C'est un calcul qui s'appelle un calcul de duration parce qu'il faut mesurer d'une certaine manière le centre de gravité de tout l'argent qui a été prêté et lui associer un taux, mais on peut faire ça, on peut faire ce type de calcul, il faut tenir compte du fait que les choses ont déjà été remboursées et ainsi de suite, il faut pondérer tout ça d'une certaine manière. Mais si vous avez emprunté en moyenne à 2,5%, avec ce système de règles d'or qu'on a inventé, il faut que votre croissance soit supérieure aux 2,5% pour que vous ne vous endettiez pas davantage. Quand on demande à la Grèce du 10%, ça veut dire qu'on les oblige à faire de la croissance à 10%. Je ne parle même pas du problème qu'on détruit la nature parce qu'on fait mal le calcul, donc, comme je dit tout à l'heure, mais ça n'a pas de sens dans des économies déprimées comme les nôtres de devoir s'imposer des croissances qui n'ont aucun rapport avec une réalité économique quelconque. Voilà, je sais que j'étais un petit peu long, mais c'est parce que je voulais faire une démonstration pour expliquer pourquoi cette machine folle, on ne peut pas l'arrêter, celle de la planche à billets aux États-Unis. Ça explique aussi pourquoi M. Bernanke est sur la porte sur le point du départ. Lui a ouvert la porte. Il y a un article hier dans le Wall Street Journal qui dit est-ce que M. Bernanke se tâte, il se demande s'il va rester à la tête. Oui, la question ne se pose pas parce que M. Obama lui a dit l'autre jour, M. Bernanke est déjà resté trop longtemps à la tête de ce poste, donc le problème ne se pose pas dans ces termes-là. Le problème, M. Bernanke, c'est qu'il a lancé cette méthode et il y était encouragé par ses maîtres, par M. Milton Friedman qui avait dit qu'on pouvait faire ça, créer de l'argent comme ça, parce que quand il y a un trou et qu'on le remplit avec de l'argent créé, tous ces gens-là, M. Milton Friedman et compagnie, non seulement ce sont des idéologues dangereux qui étaient des conseillers de M. Pinochet, mais en plus ce sont des économistes médiocres qui ne comprennent absolument pas comment ça fonctionne.
M. Bernanke est sur le point du départ parce qu'il ne sait pas comment arrêter sa machine, il ne sait même pas comment ralentir le flot dès qu'il fait allusion au fait qu'on n'injectera pas 4 milliards de dollars par jour dans l'économie américaine avec simplement la planche à billets. Il ne sait même pas comment ralentir ce flot. Voilà, allez, à bientôt.